Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le 31e épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler API et plus particulièrement de la gestion des API. Alors en anglais, on dit API Management. Vous avez vu, j'ai fait des progrès. Il y a un super accent. Le mot n'est pas très compliqué non plus. On va donc échanger aujourd'hui autour des enjeux de la gestion des API, des solutions existantes sur le marché, mais aussi de la mise en place des chantiers d'API Management au sein des organisations. Pour parler du sujet, j'ai avec moi autour de la table aujourd'hui mes acolytes Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et j'ai Florian aussi qui Bonjour. nous fait son grand retour à cette table. Donc on va commencer comme d'habitude par poser les bases. Avant de parler vraiment et de rentrer dans le détail de l'API Management, on va déjà parler des API pour bien comprendre la base du truc. Du coup, une API, qu'est-ce que c'est ? Arthur ? Alors déjà pour avoir la signification d'API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc globalement, c'est juste une porte d'entrée vers des fonctionnalités ou des données qui ne sont pas à nous ou qui peuvent être à nous, mais ce sera notre API et qui ne sont pas accessibles directement dans notre système qu'on est en train de développer. Donc c'est une porte d'entrée, par exemple, pour envoyer des mails, pour avoir accès à une map type Google Maps, pour tout ce genre de manipulation. On a des API qui nous sont documentées, qui nous sont données, qui nous sont accessibles pour quel que soit le type dont on en a besoin. Et en général, elles sont limitées par des clés pour éviter d'avoir trop d'appels ou ce genre de système. Ah, c'est finalement un ensemble de services que tu mets qu'on C'est met à ça. disposition. Un ensemble de finalement, services qui sont mis à disposition par d'autres acteurs que nous, si jamais c'est une API qui n'est pas à nous, et qu'on peut utiliser dans notre système qu'on est en train de développer. Du coup, tu peux taper dedans pour récupérer des fonctionnalités, Voilà, des c'est ça. données en fonction de toi, ce que tu as Exactement. besoin. Quoi. Et les rentrer du coup dans ton système, dans Voilà, tes c'est applications. Ok. On avait déjà, pour rappel, fait un petit podcast du coup sur les API où on avait parlé plus particulièrement de tout ce qui était API REST, API SOAP, etc. Juste pour clarifier, donc c'est pas le sujet aujourd'hui. On vous invite à écouter ce podcast si ça vous intéresse. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de parler donc de l'API management et comment du coup on va manager toutes ces API. Philippe, je me tourne vers toi. On va faire un petit point historique. Nous vivons tous un moment historique. Comment ça a évolué finalement les API et pourquoi aujourd'hui on se retrouve à parler de la gestion justement des API. Alors, historiquement, on n'avait pas spécialement d'API, on avait toutes les fonctionnalités qui étaient développées dans un applicatif en vertical, et petit à petit, on s'est dit qu'il y avait des petits morceaux du service, des petits morceaux de fonctionnalités qu'on voulait exposer à d'autres acteurs, soit en interne de l'entreprise, soit des acteurs externes. Et pour ça, on a créé des API qui exposent ces données-là. Alors là, quand on va parler aujourd'hui, on va parler essentiellement d'API REST ou d'API SOAP, mais on parlera que des API qui sont accessibles par un standard type web. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il y en avait 2-3 pour interconnecter 2-3 applications, ça allait bien, et petit à petit, les architectures des applications ont fait en sorte qu'on développe que des API, et derrière, on n'est que des applications utilisatrices, que ça soit un front web, une application mobile ou n'importe quel tiers. Le problème, et qu'on le voit tout de suite, c'est que quand il y en a une ou deux, c'est assez facile à gérer. Quand vous en avez des milliers dans des applications et que vous avez plusieurs dizaines d'applications en production, bah, ça devient vite un cauchemar de manager tout ça. Et récemment est venue l'idée de dire on pourrait utiliser des softwares ou des solutions pour manager ça et pour faire en sorte que ça soit un petit peu moins le capharnaüm dans le SI. Parce que je m'en rends pas compte, mais bon, après tu vas me dire il n'y a pas de taille standard d'application, mais tu utilises beaucoup d'API. Alors, il y a plein de définitions de ce que va être une API. Aujourd'hui, pour clarifier, on va dire qu'une application standard, elle va proposer une API qui est le périmètre de son application. D'accord. Et à l'intérieur de cette API, il peut y avoir des centaines de ce qu'on va appeler un endpoint, de méthodes appelables dans cette API-là. D'accord. Okay. Donc, par exemple, quand on va utiliser l'API d'Amazon, Amazon, on va considérer que c'est une API, mais en fait, c'est des milliers d'API qui correspondent à des milliers de petits services que vous êtes capable d'utiliser. D'accord. Sachant que on peut dire qu'aujourd'hui, à chaque application, chaque périmètre fonctionnel, vous avez une API, et autant d'applications, vous avez autant d'API. Donc ça veut dire que potentiellement, dans un SI, vous allez vous retrouver avec une centaine d'API différentes qui comportent chacun des centaines de points d'accès particuliers. Donc ça devient vite le bazar. Ça peut venir le bazar. Ok, et donc la problématique qu'on rencontre ou qu'on voit chez nos clients par rapport à ça, c'est quoi finalement ?
C'est déjà il faut avoir un endroit où on sache que ces API existent, savoir comment les appeler, savoir comment les sécuriser et savoir un peu suivre l'usage. Je fais le point là-dessus. C'est ce qui est très important, c'est que on peut utiliser l'intégralité des fonctionnalités d'une application sans utiliser le front de l'application. On peut utiliser que des API et de plus en plus, il y a des applications qui n'ont pas de front et qui ne sont que des API. Donc il faut voir que ça c'est un enjeu pour l'entreprise parce que elles ont moins de facilité à voir ce qui peut être utilisé et de plus en plus de flux passent d'application à application sans passer par des utilisateurs et des humains. Et donc ça crée de la problématique et ça crée un enjeu assez fort pour eux de manager tout ça. Ok, et du coup, donc c'est pour ça qu'ils ont créé. C'est parce que c'est assez récent finalement les solutions de gestion d'API. Ça fait depuis qu'on a commencé à faire des architectures SOA que ça commence à exister. Maintenant, ça fait quelques années que ça commence à être déployé, de manière assez sérieuse dans les différents SI. Quoi. Ok, et du coup les problématiques qu'il y a, aujourd'hui, finalement, si on met si on suit un petit peu la logique d'ouverture et d'utilisation d'API, finalement, tu peux dire qu'aujourd'hui entre ton SI d'entreprise et les autres SI, finalement, tout est un peu interconnecté. Voilà, exactement. Je pense que ce qui est très intéressant par rapport à ce qui a pu exister par le passé, c'est qu'avant, vous avez votre système d'information qui était réservé à la chasse gardée de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a une continuité entre votre système d'information, celui de vos partenaires, celui de vos clients, celui de n'importe qui. Et vous allez consommer comme ça, pour réaliser un service, vous allez consommer des centaines d'API qui peuvent être partout dans le monde, partout différents services. Typiquement, je vous prends un exemple, vous faites une commande sur un site web, et ben ça va peut-être générer des appels dans l'ERP pour générer des factures, mais ça va aussi générer des appels en distance, par exemple, pour générer des PDF. Ça peut aussi générer des appels pour envoyer des mails dans un autre fournisseur qui n'est pas dans votre SI, mais qui fait cette fonctionnalité-là, et jusqu'au système de commande. Enfin, peu importe, ça va générer des tonnes d'appels dans votre SI qui sont à la fois à l'intérieur de votre SI et dans des SI qui sont pas les vôtres. Et tout ça, ça fait une espèce de continuité de service qu'il faut être capable de manager, quoi. Ouais, du coup, d'où les solutions d'API Management. Voilà. Donc si on arrive un peu plus dans le détail, donc l'API Management, c'est quoi en fait, de quoi sont composées véritablement ces solutions, qu'est-ce qu'elles permettent, Flo? Globalement, je pense que c'est pour pouvoir simplifier la distribution donc des informations, pouvoir rediriger au bon endroit, que ce soit bien documenté et plus facilement contrôler les accès et gérer tout ce qui est authentification, autorisation, log, pour vérifier tout ce qui se passe sur les API. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, comme vous avez dit, si on ne met pas finalement ce type de solution en place, on ne peut pas vraiment monitorer en fait ce qui se passe. Ouais, et puis il peut venir un problème très facile, c'est que quand vous êtes fournisseur de services et que vous exposez une API à destination de vos clients, si vous avez un de vos clients qui fait n'importe quoi et qui vous bourrine votre API, elle pourrait faire tomber l'intégralité de la solution, alors que ce client-là, il a pas plus de droits qu'un autre client. Donc vous avez tout ce qu'on appelle tout ce qui est politique d'utilisation, qui sont des choses natives qui sont gérées par ces API management. D'accord. Et si on rentre un peu plus du coup dans le détail des fonctionnalités clés qu'il y a dans ce type de solution, vous pouvez me parler un petit peu du contrôle d'accès qui est mis en place? Par exemple, comme ce que disait Philippe, c'est pourquoi un client aurait plus de droits qu'un autre. Donc du coup, on peut venir limiter les accès, par exemple. C'est-à-dire que, on va dire, la personne peut appeler 20 fois par heure notre API et éviter de surcharger notre application comme ça. Et de plus en plus de clients consomment les API et sont facturés à l'usage. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une QoS, une qualité de service, en disant, on te facture pour 50 appels par mois, si tu dépasses, ça va être 10 centimes d'euros l'appel, peu importe. Et ça, ce que font AWS et ce que font AWS et Firebase, Google. C'est ça. Et du coup, c'est les systèmes d'API management qui permettent de faire ce filtre et ce reporting qui permet d'après de facturer. Okay. Donc ça fait sécurité, filtre, protection des données, tout ce qu'on peut avoir. Et je pense que c'est encore plus important pour les API qui sont publics, puisque n'importe quelle personne peut appeler cette API. Et donc c'est important d'avoir un système mis en place où on crée un compte, on a un identifiant, tous les appels sont traqués, on fait une facturation à l'appel, parce que n'importe qui peut appeler un appel 1 milliard de fois, et comme disait Philippe, saturer le SI et faire tomber quasiment tout le SI, ou plus si c'est mal fait. Mais c'est très important, en plus quand c'est en public. Après c'est assez rare, je pense, pour des API de type dans un contexte entreprise privée. Mais par exemple, pour une API d'envoi de mail, on ne peut pas se permettre de laisser l'API à n'importe qui
sans autorisation et sans restriction. Parce que j'imagine que l'API, elle a déjà peut-être sa propre sécurité, et du coup, la solution d'API Management a déjà rajouté une sécurité en plus ou... De moins en moins, on met la sécurité... Alors, ça dépend de quel type de sécurité on parle, mais la sécurité de type contrôle d'utilisateur, on peut la mettre dans l'API, mais de moins en moins, la sécurité, elle doit être le plus proche possible de l'entrée du SI, et du coup, c'est pour ça qu'on va la mettre à cet endroit-là, et ça évite de laisser ça aux développeurs de le faire. Ok, d'accord. Et du coup, là, avec les solutions d'API Management, vous pouvez aussi créer des API à partir du coup, de ces solutions, ou la création d'API, elle se fait indépendamment La création d'API est externe, si je ne me trompe pas. Ce sont vraiment des services qui sont proposés, et l'API Management n'est là que pour rediriger et filtrer ces demandes vers ces services. Et potentiellement agréger différents appels de différents services, qui sont dans des technologies différentes. D'accord. Et comment ça se passe un petit peu le monitoring c'est quoi, finalement ils vous fournissent dans ces solutions un écran où vous pouvez voir du coup et traquer toutes les performances. Alors on choisit ce qu'on veut monitorer, mais oui, on peut avoir l'intégralité du nombre d'appels, le flux de données, le débit, tout ce qu'on peut avoir là-dessus, et le tout par client ou par clé d'utilisation ou par utilisateur, tout ce qu'on veut. Ensuite on peut... Voilà, on fait ce qu'on veut et on bidouille les données qui nous intéressent. D'accord. Et aujourd'hui, donc les principales solutions qu'on voit, ou en tout cas nous qu'on a déjà utilisées, ça va être AWS. Donc voilà, qui s'appelle API Gateway sur AWS. Vous avez l'équivalent chez Azure, et vous avez des open source type Kong qui font ce boulot-là. Aujourd'hui, vous avez déjà identifié des grands avantages, des grands inconvénients de ce type de solution? Alors, entre les différents prestataires, honnêtement, c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de différence produit. C'est comme sur le cloud, ce genre de choses. Tout le monde s'aligne. Il n'y a pas de différence produit. Il faut voir qu'une API Gateway, c'est ni plus ni moins qu'un proxy. C'est un proxy avec des règles de sécurité. Donc, c'est plutôt un élément de type infrastructure, finalement, ou DevOps, mais ce n'est pas un élément de développement fort. Donc, après, chacun prêchera pour sa paroisse, mais je veux dire, c'est quand même des solutions qui sont assez proches technologiquement. D'accord. Et, ok, du coup, pas de comparatif Kong, AWS, si tout le monde est à peu près sur le même... on pourra rentrer dans un podcast en détail sur les différentes solutions, mais je veux dire, sur le principe, ça fait quand même franchement... Ça fait la même chose. Puis les possibilités sont pas non plus infinies, et le but est simple, c'est juste rediriger un point d'entrée vers une API, vers un service dans un SI, donc où il n'y a pas 36 000 possibilités, offres différentes. Tant que ça le fait correctement, et qu'on peut facilement modifier et configurer, je pense que ça charge. Ça fait le taf, oui. Ça fait le taf, ok. Et en parlant du coup de faire le taf, si on se place un peu côté client, entreprise qui finalement a un SI et n'a rien mis en place, à quel moment finalement il faut qu'il se pose la question de mettre en place ce type de solution? Est-ce que déjà ça convient peut-être pas à tout type de SI ou... Alors si vous êtes une boîte dans laquelle vous avez la main mise sur l'intégralité de votre SI, il n'y aura pas vraiment d'intérêt à mettre ça en place. Par contre, si vous êtes une société qui va mettre à disposition des services, soit pour du grand public, soit à destination de partenaires avec beaucoup de partenaires, ça vaut complètement le coup de le faire. C'est pas une brique technologique qui est dure à mettre en place, c'est une brique technologique qui nécessite plus de l'organisation interne de l'entreprise, du paramétrage, ce genre de choses. Par contre, c'est une bonne brique à mettre en place. Typiquement, si vous êtes, je vous dis n'importe quoi, vous êtes une assurance qui mettait à disposition d'autres assurances des services bien spécifiques, là, ça vaut le coup de mettre ça en entrée directement. Ok. Et c'est finalement, à quel moment est-ce qu'on se pose la question c'est avant finalement... me dire, on travaille pas trop avec des boîtes qui sont en train de créer leur SI, mais finalement, est-ce que c'est une problématique, un chantier qu'il faut anticiper vraiment un petit peu en amont, ou est-ce que c'est quelque chose finalement où on arrive, on se confronte à la problématique un beau matin parce qu'on se dit c'est un petit peu le fouillis et du coup on met ça en place? Alors, il faudrait le faire en amont, c'est jamais le cas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez plein d'API qui sont développés, plein d'interconnexions avec des systèmes hétérogènes et distants, et d'un coup, il y a un mec qui dit « Putain, je comprends plus rien, ça plante complètement, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Et à ce moment-là, vient le besoin de mettre un outil comme ça, et comme c'est quand même qu'un proxy, c'est possible de le mettre à n'importe quel moment dans sa vie de SI.
D'accord, Donc, ok, il n'y a pas de... Non, c'est pas horriblement compliqué, quoi. Ok, et comment ça se passe du coup concrètement la mise en place? Il y a des grandes étapes Déjà, il faut identifier le produit qui correspond à son besoin. Comme on a dit, ils sont assez équivalents, mais ce qui va faire qu'on choisit plutôt AWS, Azure ou Kong, c'est plutôt sa philosophie interne, si on est plutôt sur du Microsoft, si on est plutôt sur du AWS, ou si on est plutôt dans de l'open source et qu'on a envie d'avoir la main dessus. C'est un peu ça qui va driver la solution. Et puis après les coûts, parce que toutes ces solutions ont des coûts qui sont différents, donc ça je vous renverrai aux prestataires. Et à la documentation absolument infâme du pricing de ces solutions, mais c'est des solutions qui coûtent quasiment rien, c'est vraiment c'est des proxys, donc c'est des proxys, donc ça coûte vraiment pas très cher. Et après, une fois qu'on a identifié le produit, il faut, par contre, et là où c'est compliqué, c'est qu'il faut se mettre autour de la table avec tous les différents acteurs internes qui font des API et de réfléchir à une nomenclature, une manière de les harmoniser, de les urbaniser pour être capable de les mettre à disposition de manière à peu près propre et standardisée dans ces différents types de solutions. Quand tu parles des acteurs internes qui doivent mettre autour de la table, tu parles de qui? C'est quoi? C'est des techniques, des fonctionnels, les deux? Alors, il y a toujours un flou total entre qu'est-ce que doit être une API. Est-ce qu'une API, elle doit être un ensemble de services fonctionnels et du coup de très haut niveau qui sont mis à disposition du reste du monde, ou c'est des ensembles de solutions techniques? Aujourd'hui, il y a un flou parce que dans les applications, il y a beaucoup d'API qui sont des applications pure techniques qui ne portent pas de haute valeur fonctionnelle. Et par contre, pour exposer des API au reste du monde, si je puis dire, là, il vaut mieux avoir des API fonctionnelles de haut niveau que des API un peu bêtes de type CRUD là-dessus. Okay. Donc, entre les deux, quoi. Ok. Faut que les gens ça, c'est parlent. une non-réponse. Faut parler. Faut se parler. Faut se parler, mais du coup, c'est pas juste. Enfin, je caricature, mais c'est pas juste un mec dans son coin, dans l'entreprise, qui va mener un chantier comme ça tout seul. Non, ça, quoi. c'est vraiment un chantier par les équipes transverses du SI, que ce soit l'équipe DevOps, l'équipe infrastructure, l'équipe transverse. Donc après, ça dépend, dans chaque société, elle l'appelle différemment, mais c'est vraiment porté par cette équipe-là. Ok. Et du coup, une fois que cette équipe a finalement choisi une solution, est-ce que c'est pertinent alors je sais pas si c'est possible déjà, mais de faire une sorte de POC en fait pour voir est-ce que finalement cette solution de gestion d'API peut correspondre bien à notre SI, ou finalement en fait il se lance directement dans... Alors en fait ce qui est dur c'est que c'est des solutions qui nécessitent beaucoup de paramétrage parce que ça nécessite de créer des endpoints, hein, donc c'est vraiment c'est très verbeux à faire, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment, faut vraiment voir ça comme un annuaire, quoi. Donc vous allez enregistrer tous vos services du SI de manière standardisée dans un annuaire là-dessus. Donc il y a des solutions pour aller plus vite en partant d'un Swagger, en partant d'un différents trucs, mais c'est très pénible à faire. Donc vous n'avez pas spécialement envie de le faire 50 fois, quoi. D'accord. C'est pénible, mais en termes de temps de mise en place, c'est quoi? C'est des chantiers qui durent juste à l'échelle 1 mois, 1 an Ouais, non, mais ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite, ouais. C'est juste que c'est pas... En tant qu'informaticien, le taper les 2 semaines de saisie d'URL dans le truc, c'est pas le plus sexy du monde, quoi. Je pense que le plus long, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les services qui vont être dans cette API, et une fois que c'est fait, après, comme dit Philippe, c'est du copier-coller, limite, c'est on met l'API A avec le service A, on met ça avec C. Après, je pense qu'il y a aussi un travail pour créer les droits, pour créer tout ça, mais pareil, c'est surtout définir le périmètre, et une fois que le périmètre est défini, c'est la saisie Excel, limite. Donc, ok. Et après, il y a Par contre, ce qui est plus dur à créer auprès des clients, c'est ce qu'on appelle les policies, c'est-à-dire... Vous avez votre API qui est exposée, vous voulez la mettre à disposition du client A, il faut dire quelle sera la politique qu'on applique au client A, c'est-à-dire le nombre de requêtes par seconde, le débit, le volume de données et compagnie. Et ça, généralement, c'est des choses qui sont techniques et qui sont incompréhensibles pour un commercial qui va vendre la solution à un prestataire. Donc là, il y a souvent des échanges de dire, mais en fait, ils savent pas ce qu'il faut mettre, le technique, lui, il sait pas non plus ce qu'il veut mettre. Donc là, il y a un peu de couture à faire à cet endroit-là. Ok. Du coup, c'est plutôt dans la réflexion que c'est plutôt long. Parce que c'est compliqué de dire, je vais limiter à 300 appels par seconde. Oui, parce que pourquoi Parce que pourquoi 300 Et en fait, est-ce que 300 ça correspond à un vrai usage? Voilà, donc il faut se poser ce genre de questions. Généralement, au début, on commence par mettre 0 politique de sécurité. On voit l'usage et petit à petit, on va apporter une politique qui soit de ça. Et du coup, finalement, c'est parce qu'une fois qu'on met cette solution en place, finalement, c'est qui va la gérer? Parce que j'imagine que on met pas juste la solution en place, puis après on se dit c'est fini, le chantier est terminé. Ensuite, il va falloir la gérer, peut-être la manager. C'est comme toutes les technologies, il faut que vous ayez des personnes internes qui la managent et qui la maintiennent, la monitorent. Et surtout, ce qui va être dur, c'est les évolutions.
Parce que je t'ai squeezé ton point d'après, c'est ça? C'est ça. Philippe, tu me voles mon plan. Non, mais en fait, ce qui est très très dur, c'est vous démarrez avec une API en version 1 qui a 3 endpoints qui vont bien, et après vous allez mettre en place une API en V2 qui a des endpoints qui n'ont rien à voir, mais vous voulez garder une rétrocompatibilité avec la endpoint de la version 1. Et là, vous allez commencer à faire jouer dans les grands jeux du mapping et de la redirection. Et c'est fait pour, les API managers sont faits pour ça, mais ça reste pénible pour pas dire autre chose. Et finalement, c'est des développeurs qui s'occupent de ça sur le long terme. L'expertise technique, c'est... Je pense que c'est une question d'infra. Ouais, c'est plus une question d'infra, mais en gros, c'est souvent la dev qui sait quels sont les endpoints et qui sont comment le configurer. Donc c'est un peu tout le sujet de DevOps, hein, c'est que finalement, c'est la dev qui va porter plein de choses qui sont pas forcément dans leur périmètre initial. D'accord. Et donc, juste pour clore un petit peu du coup le sujet, je vous pose pas la question de combien ça coûte, parce que personne n'est capable de me répondre. Non, mais ça dépend vraiment de la solution. De la solution, mais ça va de quelques euros par mois à quelques centaines d'euros par mois ou mieux, quoi. Dans cet ordre de grandeur-là, hormis coût interne du projet, prestataire, expertise technique et ce genre de choses. Mais si on compte juste le coût de l'infra en tant que tel et de la facturation, c'est de cet ordre-là. Techniquement, c'est que le coût de la machine qui va faire tourner le proxy, puisque si on prend une solution comme Kong, c'est open source, donc il n'y a pas de licence. Et je suis pas sûr qu'AWS fasse facturer les API Gateway. Si, les factures, mais au volume de données, donc ça c'est ou le nombre d'appels, mais c'est en millions d'appels, enfin c'est... Non, pour un SI classique, ça représente quasiment rien. D'accord. Je pense que c'est négligeable. En plus, on peut, comme disait Philippe, c'est juste un proxy, donc on peut le mettre sur la même machine que son proxy Apache, ou même sur une machine très petite, vu que c'est juste faire passer le signal, donc, le flux de données. Donc oui, c'est négligeable, je pense. D'accord. Peut-être... On le paye pas, nous. Donc. Voilà, pour nous, c'est négligeable. Et qu'est-ce que, du coup, pour clore un petit peu le sujet, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du coup des solutions d'API management qui sont en place? Est-ce qu'elles ont encore peut-être des progrès à faire, et vers quoi en fait on va en termes d'évolution? Parce que finalement ça n'existe pas depuis si longtemps que ça. Donc est-ce qu'on est arrivé déjà au bout en fait et à l'optimisation de ce qu'on pouvait faire en gestion d'API, ou est-ce que finalement on va peut-être évoluer vers d'autres systèmes? Alors, sur la technique pure, je pense qu'on va pas changer grand-chose parce que ça fonctionne déjà très bien, c'est déjà hyper rapide, il n'y a pas de choses. Après, sur le management et sur la découverte automatique des services, la mise à jour des mappings et tout ça, il y a encore peut-être du progrès à faire. Mais encore une fois, c'est une brique technique, c'est comme des proxys. Il n'y a pas 50 000 évolutions à faire. Du moment que ça marche et que ça tourne... C'est le principal. Et tout le monde est content. Au final, Kong est basé sur Nginx. Donc du coup, c'est juste une petite amélioration et des briques qui ont été posées dessus. Nginx, pour rappel, c'est un proxy HTTP ou un serveur HTTP, l'un des plus performants du marché actuel. Est-ce qu'on peut pas dire que Kong est une API à Nginx au final? Ça marche. Bon, du coup, merci garçons pour avoir donné votre avis sur l'API management. Est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure, vous encouragez les entreprises à, en tout cas si elles ont le besoin, d'aller vers ce type de solution et de monitorer un petit peu? Oui, clairement. Aujourd'hui, le monitoring, on fera bientôt un podcast sur le sujet du monitoring. C'est hyper important, mais monitorer, regarder les données qui rentrent et qui sortent de votre SI, c'est toujours gagnant de le faire pour des problématiques de sécurité, d'enjeu, et ça sera hyper important pour la suite. Je pense que même sans le côté API management, rien que le côté monitoring est intéressant. Parce qu'on a déjà des tableaux, des graphiques qui sont mis en place, on a déjà des données qui sont récupérées. Et rien que pour ça, je pense que c'est intéressant de le mettre en place. Même si c'est pas forcément pour avoir une API publique ou pour avoir une API très très ouverte en son SI. Penchez-vous sur le chantier API Management. Voilà. Pensez Kong. Pensez Kong. Ou AWS ou Azure. On va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Philippe, qu'est-ce que tu as à nous partager aujourd'hui? Absolument aucun aujourd'hui. C'est vrai? Mais comment va-t-on faire? Moi, j'aurais peut-être pu en avoir un, mais en fait, j'ai pas encore testé. J'ai reçu le nouveau MacBook aujourd'hui, mais j'ai pas encore ouvert. Donc, je sais pas encore. Je vous ferai, je pense. À ce niveau-là de richesse, des MacBooks, elle ne faut même pas les regarder. En fait, au bout de 2 MacBooks changés par mois, elle fait plus attention. C'est vrai que... Mais j'ai eu un premier retour de mon collègue Jérémy qui m'a dit que c'était un excellent outil, mais bon, j'ai pas les fervents défenseurs de Microsoft avec moi aujourd'hui, mais on verra bien. On vous fera les retours sur. C'est encore un 13 pouces ou... C'est même pas un 13 pouces, ça se dit quoi? C'est un 11 pouces? Un 12, très exactement. Et le prochain, ce sera un 13. Un 13, c'est bon, tu vas on évolue. Si, moi j'ai un coup de cœur. Ah, vas-y Philippe. Pour les fans d'Apple,
Et que sur mon téléphone, ils ont enfin fait le Pictures in Pictures, c'est-à-dire qu'on peut regarder un film sur son téléphone en faisant autre chose sur son téléphone. Ah, tu peux split l'écran en deux. Tu peux, enfin, c'est pas splitté, mais tu le mets en haut à droite. Voilà, et du coup, comme je bosse souvent sur mon téléphone, je peux en même temps regarder une série, et ça c'est pas mal. Ou même mettre une vidéo YouTube pour de la musique. Ouais. D'accord, et tu penses que faire deux choses à la fois comme ça c'est productif, Philippe? Sinon, à quoi serviraient les réunions? Moi j'ai un coup de gueule par rapport à ça, parce que par exemple, quand j'utilise YouTube sur mon téléphone, moi je peux pas en même temps regarder YouTube et faire autre chose dès que ça quitte ensuite l'application. Camille a un iPhone, donc elle peut, mais elle le sait pas. Voilà. Bon, d'accord. On fera un petit cours. On fera bientôt un podcast iPhone. C'est ça. Bon, merci du coup à tous d'avoir participé, et puis merci à vous de nous avoir écoutés, puis on se dit à bientôt pour des podcasts sur le monitoring et autres sujets. Merci, à bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.